Bientôt 14 h sur BFM TV. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. Nous sommes ensemble jusqu'à 17 h dans Non-Stop. Bonjour à tous, bonjour Benjamin. Bonjour Fanny, bonjour à tous. À la une du Non-Stop de ce samedi, le variant Omicron inquiète. Il se propage de plus en plus. Un premier cas a été détecté en Allemagne, suspicion de 61 cas aux Pays-Bas. Pourra-t-on éviter sa propagation ? Le vaccin sera-t-il efficace face à ce variant ? Nous en parlerons dans ce journal. 3 millions de réservations sur la plateforme Doctolib en 3 jours seulement depuis les annonces du gouvernement de l'ouverture de la campagne vaccinale de rappel. À tous les plus de 18 ans en France, eh bien, les centres de vaccination, les pharmacies également sont pris d'assaut. 19 millions de Français sont concernés par cet élargissement de la vaccination. La situation est toujours tendue aux Antilles et pour faire retomber les tensions, le gouvernement s'est dit prêt à discuter de l'autonomie de la Guadeloupe. La vaccination obligatoire pour les soignants a, elle, été repoussée au 31 décembre. Les détails dans ce journal. Et puis à la une également, cette météo hivernale pour ce samedi. La neige qui est tombée en plaine et sur les massifs. Nous retrouverons dans ce journal Kevin Fleury sera dans les Vosges où vous le voyez, les paysages ont revêtu leur beau manteau blanc. Il va malheureusement falloir vous habituer à entendre son nom. Omicron, c'est le nom de ce nouveau variant identifié en Afrique du Sud. Il est qualifié de préoccupant par l'OMS et se propage de plus en plus. S'il inquiète, c'est notamment parce qu'il pourrait échapper au vaccin. Camille Plaisant, Adélaïde Mangin et Jordan Ray. Les résultats sont tombés. 61 passagers en provenance de 2 vols d'Afrique du Sud ont été testés positifs au Covid-19 à leur arrivée à Amsterdam. Leurs tests vont être analysés, séquencés pour savoir s'il s'agit ou non du variant Omicron. Face à l'arrivée du nouveau variant du Covid-19, l'Union européenne a recommandé de suspendre tous les voyages en provenance de cette région. La Commission européenne a proposé aujourd'hui aux États membres d'activer le frein d'urgence sur les voyages en provenance des pays d'Afrique australe. L'Europe ne semble pourtant pas être épargnée par cette nouvelle souche de virus. Un cas suspect a été détecté en Allemagne. Hier, c'est la Belgique qui a identifié le premier malade de ce variant en Europe. L'Agence européenne de santé estime qu'il existe un risque élevé, à très élevé, que le variant Omicron se répande en Europe, d'autant plus que ce variant semble plus contagieux. Il semble que ce nouveau variant ait augmenté très rapidement au cours des 3 dernières semaines en Afrique du Sud et qu'il ait déplacé la variante Delta existante à un rythme que nous n'avions jamais vu auparavant. Alors la France, le Royaume-Uni, l'Italie ou encore la Suisse ont également décidé d'interdire les vols en provenance d'Afrique australe. Une mesure qui s'appliquera à partir de demain en Russie et mardi en Espagne. Plusieurs États arabes, dont l'Arabie saoudite, ont également annoncé fermer leurs frontières aux voyageurs du sud de l'Afrique. En Asie, Singapour a également annoncé une interdiction similaire à compter de demain. Le Japon, lui, va durcir ses restrictions d'entrée avec notamment 10 jours d'isolement pour les personnes en provenance de cette zone. Aux États-Unis, Joe Biden s'est exprimé sur le sujet. J'ai décidé que nous allions être prudents, nous assurer qu'il n'y a pas de voyage vers et depuis l'Afrique du Sud. De son côté, le laboratoire américain Moderna a annoncé son intention de développer une dose de rappel spécifique pour le nouveau variant Omicron du Covid-19. Ce variant Omicron est déjà présent dans plusieurs pays, notamment en Europe. Alors après la Belgique, c'est aussi au tour de l'Allemagne d'être concernée. Violette Bonnebat, bonjour, vous êtes notre correspondante à Berlin. Un premier cas suspect de variant Omicron a été détecté dans le pays. Effectivement, c'est un voyageur de retour d'Afrique du Sud qui a été testé positif après son arrivée en Allemagne et son test PCR a révélé que le virus dont il est atteint présente des mutations typiques de ce nouveau variant, des caractéristiques typiques. Il s'agit d'un voyageur qui a récemment atterri à l'aéroport de Francfort. Il se trouve actuellement à l'isolement à son domicile. On n'en sait pas plus pour le moment. Il faut désormais attendre le séquençage du virus pour avoir la confirmation qu'il s'agit bien de ce nouveau variant Omicron. Mais pour les autorités allemandes, cela ne fait déjà plus de doute.
Ce nouveau variant est selon toute vraisemblance déjà présent en Allemagne. C'est ce qu'affirme le gouvernement de la région de Francfort. Alors l'inquiétude est grande ici et on craint encore d'autres cas suspects puisqu'on a appris que 2 avions avaient atterri hier en provenance d'Afrique du Sud sans que les passagers ne soient soumis à un dépistage systématique à leur arrivée ni à une mise en quarantaine. Cela crée beaucoup de critiques ici et la crainte des médecins, c'est qu'en fait ce variant Omicron ne vienne amplifier une vague épidémique déjà d'une ampleur inédite en Allemagne. Plus de 67 000 nouveaux cas enregistrés hier, plus de 250 morts en moyenne par jour et des hôpitaux complètement saturés dans l'est et le sud du pays. Merci beaucoup Violette Bonnebat, la correspondante de BFM TV à Berlin. Avec nous, Kelly Lafin du pôle santé de BFM TV. Kelly, on va prendre le temps pour tout savoir et tout comprendre à propos de ce variant. Que sait-on du variant Omicron ? Eh bien, on sait qu'il a été identifié très récemment, mardi dernier, par des chercheurs d'Afrique du Sud. Le cas le plus ancien répertorié date du 11 novembre au Botswana. Ça ne veut pas dire que c'est là qu'il est apparu parce qu'on ne sait pas depuis combien de temps il circule précisément. En tout cas, il a été classé comme variant préoccupant par l'OMS. Préoccupant, ça veut dire qu'il peut influer sur les propriétés du virus, notamment la vitesse à laquelle il se propage. Et on s'inquiète parce que depuis 3 semaines, il est à l'origine d'une nouvelle flambée de cas en Afrique du Sud, notamment dans la région de Johannesburg et Pretoria, qui est la région la plus peuplée du pays. Il représente là-bas désormais 90% des nouvelles infections, ce qui veut dire qu'il supplante le variant Delta. Toute la question est de savoir aujourd'hui s'il va faire de même dans l'ensemble, dans tous les pays du monde, ou s'il va rester limité à cette région, comme l'ont fait de nombreux autres variants. Il est trop tôt pour pouvoir faire des prévisions, car on voit bien que ailleurs qu'en Afrique australe, très peu de cas sont encore répertoriés. Alors pourquoi est-ce qu'il y a autant d'inquiétudes aujourd'hui ? Parce qu'il y a beaucoup de mutations et aussi parce qu'il pourrait peut-être résister au vaccin ? Oui, c'est le premier variant à présenter autant de mutations, 32 mutations au niveau de la protéine Spike. C'est cette protéine qui entoure le virus, vous la voyez sur cette image. Cette protéine permet au virus d'entrer dans le corps. C'est la clé qui permet au virus d'entrer dans le corps et c'est aussi elle que ciblent les vaccins pour déclencher une réaction immunitaire, d'où les interrogations, étant donné le nombre de mutations. Est-ce que les vaccins actuels pourraient être efficaces contre ce vaccin? L'inquiétude est telle que les laboratoires ont immédiatement réagi. Moderna et Pfizer ont annoncé qu'ils étudiaient ce nouveau variant pour pouvoir proposer un vaccin adapté si ce variant se développait. AstraZeneca assure également pouvoir répondre rapidement aux nouveaux variants pouvant apparaître. Merci Kelly. Vous restez avec nous, Kelly, parce qu'on va évoquer aussi la dose de rappel. C'est le début aujourd'hui de la campagne de rappel pour tous les adultes vaccinés depuis au moins 5 mois. Les prises de rendez-vous explosent depuis l'annonce de cette mesure jeudi. Regardez ce chiffre. 3 millions de rendez-vous ont été pris sur Doctolib depuis jeudi. Adélaïde Mangin, Juan Palencia et Marie Luff. La cadence s'accélère dans ce centre de Mantes-la-Jolie depuis ce matin. D'ordinaire, 300 doses sont effectuées ici chaque jour. Mais aujourd'hui, le centre prévoit de vacciner près de 600 personnes. On a fait les 2 premières, donc autant en faire la 3e. Ce serait dommage d'être bloqué à nouveau alors qu'on a fait les 2 premières doses. Protégeons nos aînés et protégeons-nous pour qu'on puisse passer de bonnes fêtes. Pour répondre à la demande, le centre a même ouvert ses portes l'après-midi alors qu'il était fermé en temps normal. L'un des médecins du centre nous détaille le profil de ceux qui viennent aujourd'hui. C'est quand même surtout des gens de plus de 50 ans. Je pense qu'on va commencer à voir arriver les gens de plus de 18 ans. Chez les jeunes, il y avait quand même pas mal de demandes. En tout cas, nous, c'est ce qu'on ressent dans notre patientèle. Pour ce centre de vaccination, il a fallu se réorganiser très vite après les annonces du gouvernement. Relancer la machine, comme on dit ici. Compte tenu du délai contraint, on s'est tous mobilisés pour au moins répondre autant que possible. Donc aujourd'hui, on est plusieurs administratifs, avec également des bénévoles qui sont venus en renfort. Nous avons eu la chance de pouvoir que les professionnels se mobilisent très rapidement et l'intégralité des blocs disponibles sont, entre guillemets, occupés par des professionnels pour permettre de vacciner le plus grand nombre. On va faire en 2 jours ce que nous avions fait sur même pas une semaine. Situation identique à Colmar, où l'un des médecins constate un afflux massif pour la dose de rappel à la mi-journée.
On est passé peut-être de 500 à 800 par jour de nombre de personnes vaccinées. Ceux qui sont venus nous expliquent leur motivation. Me protéger moi-même, protéger les autres et surtout pouvoir travailler parce que dans le médical c'est obligatoire et j'ai pas trop le choix, quoi. Je vais pouvoir sortir, pouvoir profiter de ma famille, mes amis. Depuis l'annonce de l'extension de la dose de rappel à l'ensemble de la population adulte jeudi, 3 millions de rendez-vous de vaccination ont déjà été pris. Alors Kelly Lafin, on se pose beaucoup de questions parce que tous les cas sont dans la nature, très différents entre ceux qui doivent avoir une dose de rappel pour la 3e fois, enfin une 3e dose, pour une 2e dose, ceux qui ont déjà contracté le Covid. Globalement, qui est concerné par cette dose de rappel, quand et comment ? Alors qui, à partir d'aujourd'hui, toutes les personnes de plus de 18 ans, donc tous les adultes, quel que soit leur âge et quel que soit leur état de santé. La seule condition, c'est que la dernière injection date de plus de 5 mois. Aujourd'hui, 27 novembre, ça concerne donc 20 millions de Français environ, soit 30% de la population. Il y a le cas particulier des personnes qui ont été vaccinées, mais qui ont ensuite contracté le Covid. Il faut savoir que la Haute Autorité de Santé a tranché la question. Elle préconise l'administration d'une dose additionnelle 6 mois après l'infection pour les personnes éligibles au rappel. En clair, donc, ces personnes doivent tout de même faire le rappel, mais elles doivent compter la date de l'infection à la place de la date de la seconde dose. Et pour le comment, eh bien, seuls 2 vaccins sont possibles pour le rappel vaccinal, celui de Pfizer et celui de Moderna. Notez que celui de Moderna ne concerne que les plus de 30 ans. Peu importe avec quel sérum le patient a été vacciné les premières fois. Ce rappel peut se faire dans un centre de vaccination, évidemment, mais aussi chez un médecin, dans une pharmacie ou un cabinet infirmier. Merci Kelly pour toutes ces explications. On fait le point sur la situation sanitaire à l'école à présent, face à un nombre de classes fermées qui a plus que doublé en une semaine, de 4000 à 8890 au 25 novembre. Le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, a annoncé un assouplissement du protocole en école maternelle et élémentaire. Oui, seuls les élèves qui sont donc testés positifs devront s'isoler chez eux dès le premier cas détecté. Alors, entre soulagement des familles et inquiétude des enseignants, reportage à Saint-Denis de Lucille Pascanet et Alexandra Sirgeant. Plus de classes fermées, c'est un soulagement pour Jamel, papa d'une petite fille de 4 ans. Elle a été privée d'école pendant 7 jours en septembre à cause d'un cas de Covid dans sa classe de grande section. Il fallait qu'on s'arrange, moi et ma femme et mon épouse, pour qui va la garder, etc. C'est pas évident. Et là, cette nouvelle mesure est très satisfaisante pour moi. Ça m'arrange, bien sûr. Pour lui, le test salivaire obligatoire, ce n'est pas un problème. S'il faut le faire, il faut le faire. Voilà, ça me dérange pas. Si au moins elle est malade, on sait qu'elle ne peut pas contaminer les autres, elle reste à la maison. Si elle n'est pas malade, c'est au contraire, plutôt ça nous rassure, bien sûr. La mesure arrange aussi Nadège, maman d'Anaël, en CP, mais elle a quelques réserves. Il faut qu'il fasse de telle sorte que ceux qui restent à la maison aient le même niveau que ceux qui continuent l'école, parce que sinon ça n'aurait aucun sens et ce serait vraiment pénalisant pour ceux qui restent à la maison. Est-ce qu'il y aura un travail supplémentaire pour s'occuper de ces enfants-là ? Ça, c'est des questions auxquelles on n'a pas de réponse. Catherine Da Silva est directrice d'école. Dans son établissement, 6 classes sur 10 ont dû fermer au moins une fois, certaines 3 semaines d'affilée. Pourtant, elle s'oppose au nouveau protocole. Pendant les 7 jours, des enfants qui avaient fait quand même le test le jour où on a déclaré le cas positif, finissaient par être positifs 2-3 jours après. Donc s'ils reviennent en classe avec un test négatif du jour J, mais qu'après, 2 jours après, ils déclarent le Covid, finalement, on ne fait que permettre à l'épidémie de s'installer. Alléger maintenant qu'on est en pleine 5e vague le protocole, moi, ça me laisse extrêmement dubitative. Autre problème, la disponibilité des tests salivaires. Près de son établissement, seul un laboratoire en propose. On en vient à présent à la situation aux Antilles. La nuit dernière a encore été tendue en Martinique et en Guadeloupe. Plusieurs policiers ont été de nouveau la cible de tirs à balles réelles et au plomb. Et le gouvernement, lui, a fait un geste. Il a repoussé l'obligation vaccinale pour les soignants au 31 décembre. Et il se dit prêt à parler de l'autonomie de la Guadeloupe. C'est ce qu'a indiqué Sébastien Cornu, le ministre des Outre-mer. Anne-Sora Dubois nous a rejoint en plateau du service politique de BFM TV. C'est un pas vers l'apaisement, Anne? En tout cas, c'est un geste présenté comme un geste d'apaisement, oui, par le ministre des Outre-mer, effectivement. Après un premier geste d'apaisement qui était celui de repousser la date d'entrée en application de la vaccination obligatoire, donc repousser du 15 novembre au 31 décembre. Et ça a créé immédiatement une sorte de polémique politique parce qu'effectivement, dans la formulation qui a été utilisée par Sébastien Lecornu, on vous la recite, il a dit il n'y a pas de mauvais débat, il faut moins, certains dirigeants des Antilles demandent moins d'égalité avec l'Hexagone et plus de liberté de décision, et il a prononcé ce mot d'autonomie, mot d'autonomie qui a été
immédiatement perçu par d'autres responsables politiques comme en fait l'indépendance. Mais Sébastien Lecornu ne parlait pas d'indépendance, il parlait bien de plus d'autonomie. En tout cas, Xavier Bertrand lui a répondu en disant qu'il n'était pas question d'un désengagement de l'État. La réponse gouvernementale à la crise aux Antilles, c'est l'autonomie. Ça, c'était ironique évidemment dans le tweet de Xavier Bertrand. Les Guadeloupéens et les Martiniquais ne veulent pas moins d'État. Au contraire, ils entendent que l'État se tienne à leur côté et assume ses responsabilités. Précisément, il a répondu Sébastien Lecornu en apportant la précision qui était nécessaire et en expliquant qu'il s'agit de plus d'autonomie sur certaines questions, notamment sanitaires. En attendant, effectivement, le flou était là au début. Polémique politique, effectivement. On sent bien, en tout cas, que du côté du gouvernement, il y a nécessité d'ouvrir ce débat, de ne pas aller peut-être jusqu'à l'indépendance, mais au moins de se rendre compte, effectivement, qu'il n'y a pas que la question du pass sanitaire et de la vaccination qui se joue en ce moment, et que sans doute les raisons de la colère sont nombreuses, et notamment les différences de traitement sur le pouvoir d'achat, sur les équipements, notamment sanitaires en Guadeloupe et en Martinique. Donc il y a beaucoup de consultations qui sont menées en ce moment. Et il y aura vraisemblablement un point d'orgue nécessaire sans doute, mais qui n'est pas encore actuel. C'est le déplacement de Sébastien Lecornu en direction de la Guadeloupe et de la Martinique. Pour l'instant, dit le ministre, il ne veut pas gêner les forces de l'ordre qui sont déjà très sollicitées sur place, mais à un moment ou à un autre, évidemment, il faudra que le dialogue s'établisse directement face à face entre le ministre et les dirigeants martiniquais et guadeloupéens pour que le calme puisse revenir. Merci Anne-Sora Dubois. On en vient à présent à ce déplacement très agité pour Éric Zemmour à Marseille. Un de plus, le polémiste quasi-candidat à la présidentielle qui a dû être escorté aujourd'hui dans la gare Saint-Charles de Marseille avant son retour à Paris. Des forces de l'ordre étaient présentes face à un comité d'accueil d'antifascistes, d'opposants à Éric Zemmour. Et un peu plus tôt, lors de son arrivée déjà à la cathédrale de la Major, il y avait certains de ses partisans, mais aussi des huées, des sifflets. Vous avez vu cette séquence avec Éric Zemmour qui va, vous allez le voir, arriver donc dans cette cathédrale. Dans l'actualité également, une enquête préliminaire pour viol et agression sexuelle a été ouverte hier contre Nicolas Hulot après que plusieurs femmes aient témoigné cette semaine. Et ce samedi, son avocate Jacqueline Lafont réagit sur BFM TV à ces accusations visant son client. Il y a prescription, il n'y aura jamais de procès, indique-t-elle. Écoutez. Ce qu'il faut bien dire, c'est qu'en toute hypothèse, s'agissant de faits prescrits, il n'y aura jamais de procès. Voilà, jamais de procès. Donc jamais de culpabilité. Voilà. Il y a cette enquête, c'est une politique pénale qui a été mise en place pour donner la parole et pour que les personnes qui souhaitent être entendues puissent l'être, ce qui sera le cas. Et je pense que Nicolas Hulot s'en réjouit. Le mot est peut-être un peu fort parce que vous imaginez que, au regard de la curée médiatique dont il fait l'objet, il n'est pas très en forme, il est même assez anéanti, ce sont les mots qu'il a prononcés. Mais d'une certaine façon que le débat se déplace enfin, là où il doit s'exercer, dans le respect de règles de droit. J'ai découvert, et d'ailleurs ça a été totalement revendiqué et assumé, qu'il y a 4 ans, avant toute histoire publique concernant Nicolas Hulot, après MeToo, Envoyé spécial a décidé de chercher une cible. Et cette cible idéale a été trouvée, c'était une icône, c'était un homme politique à ce moment-là, c'était quelqu'un qui était extrêmement connu, extrêmement célèbre, et il a été décidé pendant 4 ans, pendant 4 années, d'aller à la pêche aux accusations. Un rendez-vous à ne pas manquer sur BFM TV lundi à 20h50, le document La Famille, une enquête sur une communauté secrète, une série événements, 3 épisodes. La communauté est restée sous les radars pendant 200 ans, mais il y a quelque temps, un homme a compris qu'il existait à Paris un groupe composé de 8 patronymes qui ne se marient qu'entre cousins. Extrait. Le généalogiste Jean-Louis Bocarno va découvrir par hasard, il y a 1 an, l'existence de cette famille. Je me suis posé une grande question, mais y a-t-il des Parisiens de Paris et de vrais Parisiens de Paris? Donc j'ai pris tous les enfants nés un même jour de décembre 2017 à Paris. Aucun n'avait leurs 4 grands-parents nés à Paris. Aucun, sauf un. Sauf un qu'on appellera le petit Donatien, qui était né ce jour-là à Paris et qui, non seulement avait ses 2 parents nés à Paris et ses 4 grands-parents nés à Paris, ce qui est déjà exceptionnel, mais avait ses 8 arrière-grands-parents nés à Paris
c'est 16 arrière-arrière-grands-parents nés à Paris, c'est 32 arrière-arrière-arrière-grands-parents nés à Paris, et 59 de ces 64 arrière-arrière-arrière-arrière-grands-parents. C'était sidérant, bluffant. Qu'est-ce qui se passe? En plus, très vite, je me suis rendu compte que avec les 64 arrière-arrière-arrière-arrière-grands-parents, on aurait dû avoir 64 noms de famille différents. Oh non! On en avait beaucoup moins. Ça voulait dire qu'on s'était mariés entre cousins. Mais dans quoi suis-je tombé? Qu'est-ce que ces familles-là? C'était plus que troublant. La météo à présent avec les premières neiges, vous allez voir, de la saison en pleine. Images dans les montagnes également, à Saint-Lary-Soulan, dans les Hautes-Pyrénées, et de beaux flocons également à la Fécla, en Savoie. Kevin Fleury, vous, on vous retrouve dans les Vosges, vous êtes à Remiremont. Paysage également tout blanc autour de vous. Oui, et vous avez de la chance parce que vous arrivez au bon moment, au moment où le soleil revient. La première éclaircie de la journée, eh bien, elle est pour vous en direct, avec en effet de toutes petites trouées bleues au milieu de ces nuages qui restent quand même très nombreux. C'est vrai qu'elles se sont enchaînées, les averses de neige, tout au long de la journée. Ici où je me trouve, à environ 400 mètres d'altitude, on enregistre quand même malgré tout 10 cm de neige, et plus on monte, plus forcément la quantité de poudreuse au sol est importante. On n'est pas très loin désormais des 20 cm au niveau de la station de ski de Gérardmer, qui se trouve ici à une vingtaine de minutes. Alors c'est une excellente nouvelle, évidemment, le retour de l'hiver qui remplace peu à peu l'automne pour les professionnels de la région qui ont vécu véritablement, on peut le dire, et sans mauvais jeu de mots, une année blanche l'année dernière dans un contexte sanitaire très difficile en lien avec le coronavirus. Cette année, ils espèrent revoir la neige, elle est là. Ils espèrent rouvrir très vite les stations de ski, c'est imminent. De quoi lancer donc officiellement l'hiver. Ces chutes de neige qui se confirment aujourd'hui, qui vont se confirmer également dans les prochains jours, parce que d'autres chutes de neige sont attendues dès la soirée ici dans le Grand Est du pays. Merci beaucoup Kevin Fleury dans les Vosges pour BFM TV. Restez avec nous dans un instant, nous reparlerons de ce variant Omicron qui commence à inquiéter. Il s'est développé en Afrique du Sud et il se propage désormais. Peut-il être dangereux, se propager et notamment arriver de façon massive en Europe? On en parlera dans le prochain journal. À tout de suite. Ils sont 3 experts. Leur spécialité, dénicher des objets militaires et les revendre dans le monde entier. C'est l'objet de fou par excellence. Inédit Trésor de guerre, mercredi à 21h05 sur RMC Découverte, Canal 24. Peut-être qu'elle a faim. Hein. Elle vient de téter pendant 20 minutes. Tu crois pas qu'elle a chaud? Peut-être qu'elle a froid. C'est normal que tu dormes jamais, toi. C'est peut-être des coliques. Essaye de la mettre sur le bras. Voilà. C'est normal qu'elle dorme autant. Devenir parent, c'est aussi se poser des questions. Trouvez des réponses sur 1000premiersjours.fr. Tu crois qu'il faut la réveiller? Oh Valentina, mon amour, tu travailles si dur. Heureusement, il y a SumUp. Pour développer ton activité, satisfaire tes clients, gérer ton argent. Plus d'argent pour toi veut dire plus d'argent pour ce que tu aimes. Ah, comme un poisson dans l'eau. Achetez votre lecteur de carte SumUp chez Carrefour ou Boulanger. SumUp, reprenez la main. Alors, nouvelle voiture? Ouais, acheté d'occasion hier sur Aramis Auto et livré aujourd'hui devant chez moi. Qu'est-ce qu'il y a? La couleur, c'est flashy quoi, c'est... Ah oui, ah si. Certains auront du mal à l'accepter. La voiture idéale est sur Aramis Auto. Trouvez la vôtre sur aramisauto.com. Voici des fleurs. Ces fleurs, c'est Valentine qui les prend en photo. Là, c'est parfait. Grâce à la fibre de SFR Business, elle peut l'envoyer à Yann en un clin d'œil. C'est pour son site, parce que Yann est fleuriste. Et parce que sa fibre est sécurisée, Yann peut vendre ses compositions en toute sérénité à ses nombreux clients. Comme par exemple à Lucie, qui peut maintenant donner de jolis cours de yoga en ligne à tous ses élèves grâce au Wi-Fi 6 et à ses fleurs. Avec la box fibre de SFR Business, développez l'activité de votre entreprise et boostez votre business. Vous savez pourquoi j'aime ma banque? Parce qu'elle m'accompagne partout.
et dans tous mes projets. Elle sait que je suis à la recherche de performance. Hop. Avec elle, de nouvelles perspectives s'ouvrent à moi. Des solutions d'investissement compétitives et le meilleur banque en 2021. Fortunéo, j'aime ma banque. Dinvan, l'esprit libre. Hé, regarde ça. Ça ne fait pas si longtemps que nous faisons nos achats en ligne. Au début, suivre les clics était un jeu d'enfant. Et puis, petit à petit, les clics se sont multipliés, les achats en magasin ont diminué, et seuls les e-commerçants les plus dynamiques ont réussi à suivre le rythme des clics. Peu importe la distance, il faut garder le contrôle pour rester dans le tempo et prendre son envol. Heureusement, nous sommes là pour vous aider. Suivez le rythme des clics. Comme dans la vraie vie, on ne peut pas revenir en arrière, mieux vaut prévoir. Prévoir pour protéger sa famille en cas de coup dur. Choisir Maïf, c'est choisir une assurance décès plus accessible. Maïf, assureur militant. Optique 2000, bonjour. Dites, je peux venir faire contrôler ma vue? Oui, quand vous voulez. Et vous savez, chez Optique 2000, vous pouvez même prendre rendez-vous. Je pourrais aussi vous présenter toutes nos offres. Toujours avec du choix, des marques, des conseils de pros et zéro paperasse. Même pour des lunettes de qualité? Bien sûr. Venez nous voir. Justement, je suis là. Optique 2000. Une nouvelle vision de la vie. Les opticiens Optique 2000 soutiennent la recherche. 1 euro par deuxième paire reversé à l'AFM Téléthon depuis 10 ans. La force des origines. Terre d'Hermès. Vendezvotrevoiture.fr. La proposition qui m'a été faite était très bien. Oui, on m'a proposé bien plus que j'espérais. Je suis vraiment content d'être passé par vendezvotrevoiture.fr. Entrez les informations sur votre voiture en ligne et recevez le prix de vente final. Pour vendre, déposez simplement votre voiture en agence. Rendez-vous sur www.vendezvotrevoiture.fr. Mais t'as bossé ton revers ou quoi? Je travaille chez arthurimo.com. Et voilà, et voilà, et voilà, et voilà, et voilà. Et voilà. Vous aussi, rejoignez l'équipe arthurimo.com. Cet hiver, pour vos vacances à la montagne, Travelski s'occupe de tout. Tout ce qui ressource, tout ce qui détend, tout ce qui rassemble. Réservé en quelques clics, hébergement, forfait, matériel de ski. Travelski, tout ce qui compte. La protection civile est sur le terrain pour vous aider, vous secourir, vous former. Ce sont 32 000 bénévoles engagés au quotidien à vos côtés. Aidez-nous à vous aider. Faites un don sur don.protection-civile.org. Luc de Christie. Découvrez son nouveau single, My Heart and My Soul. Luc de Christie. Son nouveau single, My Heart and My Soul. Disponible sur toutes les plateformes. Devis, facture, compta. Chez nous, EBP est partout. Et pour nous dirigeants, c'est aussi un outil de pilotage très performant. Je consulte le chiffre d'affaires. Je pilote la trésorerie. Je suis nos obligations fiscales. Tout ça, où que nous soyons. EBP, ce qui compte, c'est vous. Météo avec groupeverlaine.com. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. groupeverlaine.com.
Des conditions bien hivernales donc sur le pays pour ce week-end. C'est de l'air polaire, de l'air froid dans ce courant de secteur nord-est qui est arrivé. Résultat, donc un samedi bien agité. On va découvrir tout cela. Donc on a des précipitations assez généralisées sur le pays. En bleu, ce que vous voyez, il s'agit de précipitations sous forme de pluie, sous forme liquide. Et puis ce qui est en vert, eh bien, il s'agit de neige le plus souvent. Donc sur les premières hauteurs, sur le quart nord-est, également jusque sur le massif central. On retrouve donc ces précipitations sous forme de neige, neige ou pluie et neige mêlée, notamment un petit peu là sur le nord-ouest également. On va voir comment tout cela va évoluer dans le courant de ces prochaines heures pour votre dimanche. Eh bien, on va conserver ces conditions bien agitées. Donc de la neige déjà sur l'ensemble des reliefs à basse altitude et puis de la neige également de l'Alsace jusque sur l'Isère. On va retrouver des chutes de neige assez importantes. Il s'agira plutôt d'averses, pluie et neige mêlées sur les régions centrales, soleil et vent en Méditerranée. Donc des conditions qui restent agitées, qui restent hivernales et donc des températures qui sont également bien basses. On découvre le programme pour votre matinée de demain. Des valeurs comprises entre -1 et 7 degrés. -1 à Strasbourg, à Aurillac, 4 à Paris, 5 à Biarritz, 7 degrés encore. C'est dans le courant de l'après-midi. Eh bien, les valeurs seront en baisse sur les régions du sud. 1 degré à Aurillac, encore 14 à Nice, mais 6 degrés seulement à Paris. C'était votre météo avec groupeverlaine.com. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupeverlaine.com. À la ligne de votre journal à 14h30 sur BFM TV, Omicron, c'est donc le nouveau nom de ce variant du Covid-19 originaire d'Afrique australe. Jugé préoccupant par l'Organisation mondiale de la santé, ce mutant est déjà présent dans plusieurs pays, notamment en Europe, en Belgique et en Allemagne. Pour en savoir plus, nous serons dans un instant avec Vincent Enouf, directeur adjoint du Centre de référence des virus respiratoires à l'Institut Pasteur. Le début ce samedi de la campagne de rappel pour tous les adultes vaccinés depuis au moins 5 mois. 3 millions de rendez-vous ont été pris sur Doctolib depuis jeudi. Cette dose de rappel pour qui, pourquoi? On vous explique tout dans ce journal. Face aux violences, aux barrages, aux grèves, aux Antilles contre les restrictions sanitaires, le ministre Sébastien Lecornu a annoncé hier que le gouvernement ouvrait la porte au débat sur une autonomie de certains départements et régions d'outre-mer. Xavier Bertrand et Marine Le Pen n'ont pas tardé à s'insurger. La dose de rappel pour tous les plus de 18 ans, c'est donc dès aujourd'hui. Cela concerne 19 millions de Français qui n'ont pas encore eu recours. Depuis les annonces du gouvernement, jeudi, ce sont donc 3 millions de Français qui se sont inscrits en à peine 3 jours sur la plateforme de prise de rendez-vous Doctolib. Et pour vous faire vacciner, vous pouvez vous rendre dans un centre de vaccination, chez un médecin, un infirmier, en laboratoire, à l'hôpital ou encore en pharmacie. C'est dans une officine à Colmar que l'on vous retrouve. Dominique Marie. Dominique, il y a beaucoup de volontaires à la dose de rappel aujourd'hui ? Il y a une vague de Covid, il y a aussi une vague de demandes de rendez-vous dans les centres de vaccination. Regardez ici à Colmar, beaucoup de monde en ce samedi matin, beaucoup de gens qui viennent en fait pour la dose de rappel, la 3e dose. Ces gens-là, on les reconnaît à la feuille jaune. C'est le cas de cette dame. On va aller la voir pendant son entretien avec le médecin. Je vous enterrerai en court instant. Oui. Vous nous dites un petit peu ce qui vous a motivé à venir aujourd'hui pour cette dose de rappel ? Tout simplement parce qu'il faut se faire vacciner, parce que c'est important pour tout le monde, pour moi, pour les autres et pour la société. Les annonces d'Emmanuel Macron récemment vous ont pas surprise ? Pas du tout, pas du tout. Tout à fait normal que tout le monde soit vacciné pour qu'on puisse endiguer cette pandémie. Vous êtes inquiet de ce nouveau variant là, qui débarque on n'en sait pas trop, donc on ne connaît pas trop effectivement sa contagiosité, mais effectivement ça peut être inquiet. On va vous laisser aller direction là-bas le petit box pour la piqûre. Voilà, merci à vous d'avoir été avec nous sur BFM TV. Effectivement, il faut le savoir ici, on vaccinait assez régulièrement. Je vous le disais tout à l'heure, on est passé à 2200 doses par semaine dans ce centre de vaccination. Et pour l'essentiel, pour les 2 tiers, il s'agit de doses de rappel. Et d'ailleurs, pour faire face à la demande, ce centre va désormais être ouvert du lundi au samedi, comme au début de la crise du Covid-19. Et vous voyez, donc on était dans un centre de vaccination avec Dominique Marie. Bonjour Vincent Enouf, vous êtes directeur adjoint du Centre de référence des virus respiratoires à l'Institut Pasteur. Alors tout d'abord, quel type de vaccin peut-on recevoir comme dose de rappel et pourquoi ? Alors ce sont les vaccins ARN que l'on va recevoir comme dose de rappel. Ce sont les vaccins qui ont fait leurs preuves jusqu'ici et donc qui permettent une protection nécessaire vis-à-vis de la spike, car tout se passe au niveau, justement, nos anticorps reconnaissent des régions particulières de la spike, et ce sont les vaccins qui sont les meilleurs en tous les cas pour l'instant.
Il y a une question aussi que nous nous posions à la rédaction, parce que certains d'entre nous sont dans ce cas-là, qui ont eu d'abord le Covid, puis ont été ensuite vaccinés. Comment ça se passe? Est-ce qu'il faut faire le rappel ou est-ce qu'il faut attendre un peu? Non, il faut attendre un peu. En fin de compte, les personnes les mieux protégées aujourd'hui, ce sont les personnes qui ont été infectées par le Covid et vaccinées une fois. Ça, elles ont des taux d'anticorps qui sont suffisants, en tous les cas pour l'instant, pour être protégées contre le Covid. En revanche, celles qui n'ont jamais été infectées par le SARS-CoV-2 et qui ont reçu les 2 doses voient leur quantité d'anticorps diminuer au bout de 6 mois en moyenne. Tout ça, ce sont des mesures qui ont été faites. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'ensemble de la population qui arrive en fin de compte au bout de ces 6 mois doit se faire vacciner pour être de nouveau mieux protégé contre ce qui va arriver en tous les cas, parce que le virus est toujours présent. Alors, est-ce qu'il y a des effets indésirables à craindre pour les personnes qui, elles, vont devoir recevoir une 3e dose comme rappel de ce vaccin? Non, il n'y a pas d'effet indésirable plus que ce que l'on a observé lors des 2 premières vaccinations. Et en plus, je dirais qu'il est possible aussi de se faire vacciner contre la grippe, car aujourd'hui, on commence à avoir des détections du virus grippal dans la population. Et étant donné que les personnes à risque, ce sont les mêmes personnes vis-à-vis du SARS-CoV-2 que de la grippe, il faut absolument se protéger. Et donc, se faire aussi un rappel pour la grippe est quelque chose d'important, pour les personnes à risque notamment. La grippe, justement, on peut faire les 2 vaccins en même temps? Tout à fait, on peut faire les 2 vaccins en même temps. Et justement, avec les différentes plateformes, et notamment Doctolib, il est proposé de la vaccination antigrippale aujourd'hui, que ce soit dans les pharmacies ou autrement. Et donc, je pense qu'il faut absolument aussi que les personnes profitent de cette vaccination SARS-CoV-2 pour aussi éventuellement se faire vacciner contre la grippe lorsqu'elles sont à risque au moins. Merci, vous restez avec nous. On se pose cette question également de l'efficacité. Quelle efficacité auront ces doses de rappel face à ce nouveau variant, le variant Omicron? Il est en provenance d'Afrique australe, un variant qualifié de préoccupant par l'Organisation mondiale de la santé et dont l'Agence européenne de santé estime même qu'il existe un risque élevé à très élevé qui se répande en Europe. C'est d'ailleurs déjà le cas. Oui, exactement, Fanny. Détecté au Botswana, puis plus largement en Afrique du Sud, des cas du variant ont depuis été déclarés ailleurs dans le monde. Et en Europe, cela concerne la Belgique et l'Allemagne, avec un cas qui a été également détecté aujourd'hui. Vincent Enouf, est-ce qu'il faut s'inquiéter de ce virus, de ce variant Omicron et de sa propagation? En tous les cas, oui, il faut le surveiller. C'est-à-dire qu'on a tous les moyens de le surveiller et surtout, étant donné qu'on a sa séquence, donc son génome, on connaît son génome et on sait qu'il possède des mutations qui pourraient éventuellement lui permettre une meilleure diffusion dans la population. Donc ça, c'est ce qui semble se passer au niveau des données épidémiologiques que l'on possède aujourd'hui. On a vraiment l'impression que ce virus, une fois qu'il est ancré, se diffuse très facilement. Ça, c'est une première chose. Et puis la seconde chose, c'est au niveau justement de la protéine spike qui possède des mutations qui empêcheraient éventuellement les anticorps produits post-vaccination, en fin de compte, que ces anticorps que l'on possède aujourd'hui lorsque l'on est vacciné ne reconnaissent pas bien ce virus et donc le neutralisent moins bien. Et donc on aurait une efficacité vaccinale qui pourrait être un petit peu moins bonne contre ce virus. Alors, est-ce qu'on sait déjà quand est-ce qu'il pourrait devenir majoritaire, plus présent que le variant Delta à l'heure actuelle? Alors là, c'est la question que l'on se pose parce que là où il est actuellement, là où il se multiplie, le variant Delta, que l'on a en très très grand nombre et de manière majoritaire en Europe et notamment en France, n'est pas forcément présent. Et donc on se demande si la compétition entre les 2 virus fera que le nouveau virus apparaisse ou alors que le Delta actuel l'écrase et que, comme on l'a pu l'observer avec d'autres variants qu'on avait identifiés, s'éteignent en fin de compte et qui ne prennent jamais place en Europe et notamment en France. Vincent Enouf, rapidement pour terminer, on a vu qu'il y avait un cas en Belgique, un cas en Allemagne. Est-ce qu'on peut penser que le variant Omicron est déjà présent en France? Oui, j'aurais tendance à dire oui. En effet, là, on va, à mon avis, détecter quelques cas de manière très sporadique. Je pense qu'à partir du moment où on commence à l'identifier, il est déjà là et il faut s'y attendre, tout à fait. Merci beaucoup Vincent Enouf pour ces précisions cet après-midi sur le plateau de BFM TV. Je rappelle que vous êtes directeur adjoint du centre de référence des virus respiratoires à l'Institut Pasteur. Peut-être concerné également sur notre continent, les Pays-Bas par ce variant. Bonjour Stéphane De Vries, vous êtes correspondant de BFM TV à Amsterdam. Plusieurs dizaines de passagers de vol en provenance de Johannesburg en Afrique du Sud ont été testés positifs au Covid-19. Est-ce qu'on en sait plus sur la souche qui est concernée ?
Non, pour l'instant, les autorités néerlandaises sont en train de faire des tests pour voir si effectivement les souches des 61 passagers qui ont été contaminés avec le Covid sont en effet des souches Omicron. Pour l'instant, on n'a pas encore des nouvelles là-dessus. On sait en effet qu'aujourd'hui, en Allemagne, en Belgique et aussi en République tchèque, il y a eu dans chaque pays un cas qui a été détecté, un cas Omicron. Aux Pays-Bas, c'est pas encore le cas. Les 61 passagers qui sont donc testés positifs sont en quarantaine dans un hôtel à l'aéroport d'Amsterdam. Les 590 autres passagers qui eux aussi étaient testés en arrivant en Afrique du Sud, eux, ils seront obligés de rester à la maison pendant 5 jours. Mais donc, pour l'instant, on ne sait pas encore si effectivement il y a le Omicron aussi présent ici aux Pays-Bas. Les autorités néerlandaises pourront divulguer peut-être plus d'informations plus tard dans la journée. En tout cas, ils sont en train de faire des tests sur les échantillons des patients qui sont donc positifs et qui étaient arrivés de l'Afrique du Sud aux Pays-Bas. Merci beaucoup Stéphane Nevries, le correspondant de BFM TV à Amsterdam. Voilà donc pour ce qui concerne le Covid et ce variant. On y reviendra bien sûr dans notre prochain journal. On parle également de politique. Ce samedi, le quasi-candidat Éric Zemmour, qui devrait annoncer se lancer dans la course à la présidentielle ces prochains jours, était en visite à Marseille ce week-end. À l'issue de sa visite, il a dû être escorté par la police jusqu'à la gare où détracteurs et manifestants antifascistes l'attendaient. La visite avait déjà été contrariée plus tôt par ces mêmes opposants, annulant une déambulation du côté d'Éric Zemmour dans un marché aux poissons. Éric Zemmour qui avait été accueilli sous les huées qu'ont tenté de couvrir les soutiens du polémiste. Amsora Dubois, vous êtes avec nous sur le plateau de BFM TV. Perte de vitesse dans les sondages tout d'abord, puis défection de certains soutiens d'Éric Zemmour, manque de financement par ailleurs et ces visites de plus en plus chahutées, on le voit pour Éric Zemmour. Les difficultés semblent s'accumuler pour lui. Oui, décidément, visite très difficile d'Éric Zemmour à Marseille effectivement cette fin de semaine, d'autant plus que c'était censé être son dernier déplacement avant une probable annonce de candidature la semaine prochaine. Donc il fallait vraiment finir sur une image positive. Et en plus, il voulait, Éric Zemmour, montrer que Marseille, c'était selon lui l'archétype de la ville qui a été dépassée par l'immigration. Et donc, il voulait en faire vraiment un symbole aussi du fond politique de sa campagne, en tout cas des arguments qu'il développe pendant cette pré-campagne. Et effectivement, elle s'est très mal passée cette visite. Il y a eu effectivement des manifestations et puis il y a eu une série de déconvenues pour le polémiste. Il y a eu d'abord 2 déambulations qui ont été annulées. On vous rappelle quand même que depuis le début de cette pré-campagne d'Éric Zemmour, il a fait plusieurs déclarations, plusieurs discours, assemblées politiques devant les personnes qui lui étaient acquises, qui venaient pour voir le polémiste. Mais jamais il n'a fait de déambulation. Il n'est jamais allé sur un marché. Il a même critiqué Marine Le Pen en disant que c'était un exercice finalement qui était un peu daté. Donc jamais de déambulation sur un marché, jamais de déambulation dans une ville pour aller saluer des habitants. Il y en avait 2 qui étaient prévus entre hier et aujourd'hui. Les 2 ont été annulés. La première hier parce qu'il était au milieu d'un quartier où finalement il était tellement entouré de caméras mais aussi d'agents de sécurité, il y avait tellement d'hostilité, de huées qu'il n'a salué aucun habitant. Et aujourd'hui parce qu'il n'y avait pas assez de monde visiblement sur le lieu dans lequel il voulait se rendre. Il s'est aussi rendu à Notre-Dame-de-la-Garde hier. Le diocèse, dans l'après-midi, a publié un communiqué dans lequel il sommet aux politiques de ne pas se rendre dans l'enceinte, de ne pas prendre la parole dans l'enceinte de la cathédrale. Et puis enfin, il y a eu effectivement ces images spectaculaires en fin de matinée aujourd'hui, où il est effectivement escorté en quelque sorte par les CRS. Et puis, des militants antifascistes qui lui disent « Rentre chez toi, tu n'es pas le bienvenu ici ». Il y a eu aussi, on rajoute cerise sur le gâteau, le maire de Marseille, Benoît Payan, qui a dit aussi aux polémistes qu'il n'était pas le bienvenu, accompagné de Christiane Taubira qui était en visite. Donc c'est vraiment une visite ratée pour le polémiste. Et on rajoute un dernier élément qui vient de nous être signalé par nos confrères de l'AFP, c'est qu'il y a eu visiblement, au moment où il est reparti, juste avant cette séquence dans la gare que vous venez de voir, un échange de doigts d'honneur. C'est peut-être d'ailleurs, c'est un peu ironique de le dire, mais le seul échange qu'il y aura eu entre Éric Zemmour et un des habitants de Marseille, un échange de doigts d'honneur entre une habitante et Éric Zemmour, une habitante qui faisait depuis sa fenêtre un doigt d'honneur au polémiste. Éric Zemmour lui a répondu avec un autre doigt d'honneur depuis la fenêtre de sa voiture en répondant « est bien profond », je cite nos confrères de l'AFP. Et donc, est-ce qu'il ne faudra pas un autre déplacement pour corriger cette image assez désastreuse avant l'annonce de candidature du polémiste? En tout cas, on croit savoir que les équipes du quasi-candidat y réfléchissent. Merci beaucoup Anne. Retour à présent sur les tensions, scènes de violence et barrages aux Antilles sur fond de contestation des mesures sanitaires. Des policiers ont été visés par des coups de feu la nuit dernière en Martinique. Scène identique en Guadeloupe où plusieurs policiers ont également été visés par des tirs à balles réelles, notamment un policier du RAID qui a reçu un plomb dans son gilet pare-balles
à Pointe-à-Pitre. C'est dans ce contexte que le gouvernement a annoncé le report de l'obligation vaccinale des soignants et des pompiers au 31 décembre. Et plus surprenant, le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, a carrément mis sur la table la question de l'autonomie de la Guadeloupe. Il s'est adressé aux habitants dans une allocution télévisée. Écoutez-le. Certains élus ont posé la question, en creux, de l'autonomie par rapport à son statut actuel de département ou région d'outre-mer. D'après eux, la Guadeloupe pourrait mieux se gérer d'elle-même. Ils souhaitent moins d'égalité avec l'Hexagone, plus de liberté de décision par les décideurs locaux. Le gouvernement est prêt à en parler. Il n'y a pas de mauvais débat, du moment que ces débats servent à résoudre les vrais problèmes du quotidien des Guadeloupéennes et des Guadeloupéens. Du concret, moins de paroles, plus d'action. Bonjour Jonas Haddad, vous êtes porte-parole de Xavier Bertrand. Xavier Bertrand qui a réagi donc à cette sortie de Sébastien Lecornu. Dans un tweet, il a en substance déclaré que les Guadeloupéens et Martiniquais ne veulent pas moins d'État, mais au contraire que l'État se tienne à leur côté. Est-ce que Xavier Bertrand n'a pas confondu autonomie et indépendance ? Oh, quand même, je pense que c'est une sorte de ligne jaune qui a été franchie quand on parle d'autonomie, c'est vouloir moins d'État, alors que dans ces territoires, en tout cas, on sent que nos compatriotes d'outre-mer attendent plus d'État. Vous savez, les masques tombent. On voit bien que le gouvernement, qui ces derniers temps ne sait plus où donner de la tête concernant la crise sanitaire, considère que c'est un problème qu'il faut éloigner. On a l'impression, avec une sorte de mépris, qu'on demande à ces territoires-là de se débrouiller tout seuls en disant oh, finalement vous êtes un peu trop turbulent, devenez autonome. Ce n'est pas la réponse qu'on attend notamment d'un État. Mais vous savez, très souvent, ce gouvernement se dit gaulliste ou alors d'inspiration gaulliste. Ce n'est pas vraiment ce type d'inspiration lorsqu'on considère qu'un de nos territoires, je veux dire, c'est quand même une partie intégrante de ce qui fait la France, de la présence française sur tous les continents et tous les océans. On ne peut pas parler d'autonomie. On ne peut pas brader comme ça un certain nombre de choses. Ça nous rappelle aussi, vous savez, qu'à un moment, Emmanuel Macron envisageait de céder le siège du Conseil de sécurité de la France au Conseil de sécurité de l'ONU. Là, c'est comme notre intégrité territoriale. Quand on parle d'autonomie, c'est pas rien. Ce sont des mouvements structurels et institutionnels. Et c'est là où on pense que ces territoires ont besoin de plus d'État plutôt que moins d'État. Jonas Haddad, Sébastien Lecornu a répondu au tweet de Xavier Bertrand. On va le voir et je vais vous le lire si vous ne l'avez pas vu. Stop aux mensonges et approximations. Xavier Bertrand, après les avoir consultés, je constate que des élus antillais souhaitent que certaines questions, notamment sanitaires, soient à l'avenir traitées localement. Il y a donc plus d'autonomie. Nous ne refusons pas ce débat. Votre réaction ? Notre réaction, elle est simple. C'est de dire que une fois qu'on a une consultation dans une crise, lorsqu'il y a une urgence, ce n'est pas à ce moment-là qu'on peut décider de savoir s'il y a une autonomie ou pas. Et essayons plutôt de répondre à la crise et à l'urgence. Et si effectivement des revendications autonomistes, parce qu'il faut utiliser le terme, s'expriment régulièrement dans ces territoires, le rôle de l'État, ce n'est pas de trembler à chaque fois qu'il y a une crise et qu'il y a une urgence, c'est d'apporter une solution, mais pas dès qu'il y a une sorte de fébrilité. Qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'il y a eu la crise avec Elie Domota ? Alors dans ce cas-là, on aurait dû dire finalement Elie Domota il réclame l'autonomie, allons-y, donnons l'autonomie. Non, l'État français doit être ferme, mais il doit être également aux côtés des habitants. Vous avez un problème de connexion. Merci Jonas Haddad d'avoir pris la parole sur le plateau de BFM TV. Je le rappelle, vous êtes porte-parole de Xavier Bertrand. L'archevêque de Paris, Monseigneur Aupetit, vient de présenter sa démission au pape François après avoir été mis en cause dans un article de l'hebdomadaire Le Point. Article qui relate une relation que l'archevêque aurait entretenue avec une femme en 2012 et des problèmes de gestion de son archevêché. Il s'est confié à Radio Notre-Dame et indique notamment qu'il n'entretenait pas une double vie. Écoutez. Ceux qui me connaissaient alors et qui partageaient mon quotidien pourraient certainement témoigner que je n'entretenais pas une double vie, comme le suggère l'article. Je reconnais, comme je l'ai déjà dit, avoir mal géré la situation avec une personne qui se manifestait à de nombreuses reprises auprès de moi. Cette erreur, je l'ai confiée à mon accompagnateur spirituel et l'autorité ecclésiastique a été mise au courant. Aujourd'hui, comme tous les jours, je remets ma vie dans les mains du Seigneur comme je l'ai fait le jour de mon ordination. Dans l'actualité, également, une enquête préliminaire pour viol et agression sexuelle a été ouverte hier à l'encontre de Nicolas Hulot, qui vit donc l'ancien ministre de l'écologie. L'enquête fait suite aux témoignages recueillis et diffusés jeudi soir dans Envoyé spécial. Adrien Portron.
C'est un véritable coup de tonnerre pour Nicolas Hulot. 24 heures après la diffusion de l'enquête d'envoyé spécial, le parquet de Paris décide d'ouvrir une enquête préliminaire pour viol et agression sexuelle. Le but, déterminer si les faits sont prescrits et s'ils peuvent caractériser une infraction pénale. Des faits qui datent d'une trentaine d'années. Plusieurs témoignages où des femmes accusent l'ancien présentateur vedette d'Ushuaïa. Et parmi elles, Sylvia. En 1989, alors âgée de 16 ans, Nicolas Hulot l'invite à assister à son émission de radio. Selon elle, l'animateur décide de la raccompagner chez elle en voiture, mais sur le chemin, il s'arrête. Et une main qui prenait ma main et qui était sur son sexe. Et avec l'autre main, il voulait que je l'embrasse, que je lui embrasse le sexe. Il me force à me faire une fellation. Que je ne fais pas réellement parce que je crois que je suis tétanisée en fait. Je ne comprends pas réellement ce qu'il veut. Hein. Je ne l'ai jamais fait. Je suis en train de me demander si c'est ça une relation amoureuse en fait. Un témoignage qui n'est pas isolé. Cécile affirme également avoir été agressée sexuellement en 1998 par l'ancien présentateur à Moscou. Cécile n'a jamais souhaité porter plainte. Pour les avocats de Nicolas Hulot, il ne peut y avoir de procès pour des faits prescrits. Il y a cette enquête, c'est une politique pénale qui a été mise en place pour donner la parole et pour que les personnes qui souhaitent être entendues puissent l'être, ce qui sera le cas. Le débat se déplace enfin, là où il doit s'exercer, dans le respect de règles de droit. Outre ces témoignages, la rédaction d'Envoyé spécial dit être en contact avec d'autres victimes. Restez avec nous dans le journal de 15h. Nous reviendrons sur cette nouvelle souche du Covid-19, le variant Omicron issu d'Afrique australe, jugé préoccupant par l'Organisation mondiale de la santé. Est-il plus dangereux que le variant Delta? On en parle dans un instant. Tout de suite la météo. Météo avec groupeverlaine.com. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupeverlaine.com. Des conditions bien hivernales donc sur le pays pour ce week-end. C'est de l'air polaire, de l'air froid dans ce courant de secteur nord-est qui est arrivé. Résultat, donc un samedi bien agité. On va découvrir tout cela. Donc on a des précipitations assez généralisées sur le pays. En bleu, ce que vous voyez, il s'agit de précipitations sous forme de pluie, sous forme liquide. Et puis ce qui est en vert, eh bien, il s'agit de neige le plus souvent. Donc sur les premières hauteurs, sur le quart nord-est, également jusque sur le massif central. On retrouve donc ces précipitations sous forme de neige, neige ou pluie et neige mêlée, notamment un petit peu là sur le nord-ouest également. On va voir comment tout cela va évoluer dans le courant de ces prochaines heures pour votre dimanche. Eh bien, on va conserver ces conditions bien agitées. Donc de la neige déjà sur l'ensemble des reliefs à basse altitude et puis de la neige également de l'Alsace jusque sur l'Isère. On va retrouver des chutes de neige assez importantes. Il s'agira plutôt d'averses, pluie et neige mêlées sur les régions centrales, soleil et vent en Méditerranée. Donc des conditions qui restent agitées, qui restent hivernales et donc des températures qui sont également bien basses. On découvre le programme pour votre matinée de demain. Des valeurs comprises entre -1 et 7 degrés. -1 à Strasbourg, à Aurillac, 4 à Paris, 5 à Biarritz, 7 degrés encore, c'est dans le courant de l'après-midi. Eh bien, les valeurs seront en baisse sur les régions du sud. 1 degré à Aurillac, encore 14 à Nice, mais 6 degrés seulement à Paris. C'était votre météo avec groupeverlaine.com. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupeverlaine.com. Chaque jour, nous faisons des gestes qui nous protègent et protègent les autres. Contre le Covid-19, la grippe et les virus de l'hiver, gardons le réflexe des gestes barrières. Il y a 1000 façons de donner à la Ligue contre le cancer. Face au cancer, l'amour, la Ligue.
Ça y est, ils arrivent. Bon, va falloir être efficace, ils ont entraînement dans 2 heures. On commence par le slalom arrière. Ensuite, la benne. Et le plan final, la bâche. Ça y est, ils sont prêts? Non, ça y est, c'est dans la boîte. C'est tourné, là? Entre pros, on se comprend vite. Et pendant le temps des pros Peugeot, l'entretien est offert sur nos utilitaires. Voici des fleurs. Ces fleurs, c'est Valentine qui les prend en photo. Là, c'est parfait. Grâce à la fibre de SFR Business, elle peut l'envoyer à Yann en un clin d'œil. C'est pour son site, parce que Yann est fleuriste. Et parce que sa fibre est sécurisée, Yann peut vendre ses compositions en toute sérénité à ses nombreux clients. Comme par exemple à Lucie, qui peut maintenant donner de jolis cours de yoga en ligne à tous ses élèves grâce au Wi-Fi 6 et à ses fleurs. Avec la box fibre de SFR Business, développez l'activité de votre entreprise et boostez votre business. Vendezvotrevoiture.fr. Combien vaut votre voiture? Entrez simplement les informations de votre voiture sur vendezvotrevoiture.fr et recevez le prix de vente en ligne. Vraiment facile, rapide et sûr, je recommande sans hésiter. Pour la reprise, prenez un rendez-vous sûr et sans contact. Allez maintenant sur www.vendezvotrevoiture.fr. Vous savez pourquoi j'aime ma banque? Parce qu'elle m'accompagne partout et dans tous mes projets. Elle sait que je suis à la recherche de performance. Hop! Avec elle, de nouvelles perspectives s'ouvrent à moi. Des solutions d'investissement compétitives et le meilleur banque en 2021. Fortunéo, j'aime ma banque. Ça, c'est Olivier, qui a assuré sa voiture chez l'Olivier Assurance en économisant 251 €. Et ça, c'est encore Olivier, qui a eu un accident. Mais qui sait que chez l'Olivier Assurance, 96% des clients sont satisfaits après un sinistre. Et ça, c'est toujours Olivier, ravi de nous savoir élus service client de l'année. Faites comme Olivier, choisissez l'Olivier Assurance. Et vous n'oubliez pas le sujet de l'exposé pour lundi? L'école de demain? Bah oui. Ça, c'est pas une cheminée, c'est un panneau solaire. Les renforts sont là. C'est tous ensemble que l'on peut agir pour l'environnement. Rejoignez les 3,9 millions de clients Engie qui ont fait le choix des offres d'électricité verte. Engie, premier fournisseur d'électricité verte en France. 109 trajets en ascenseur à comparer des véhicules hybrides. 52 réunions du lundi à se concentrer sur des essais de véhicules. 71 pauses café à chercher la meilleure offre. Quand tout à coup, une étincelle. Passez à l'hybride avec le Peugeot 3008. Pendant le Black Friday Peugeot, profitez d'offres exceptionnelles sur plus de 8000 véhicules disponibles immédiatement. Transformer le réseau public d'électricité pour accélérer la transition écologique, c'est le défi qu'Enedis relève chaque jour. Et c'est une bonne nouvelle. Enedis. Cet hiver, pour vos vacances à la montagne, Travelski s'occupe de tout. Tout ce qui ressource, tout ce qui détend, tout ce qui rassemble. Réservé en quelques clics, hébergement, forfait, matériel de ski. Travelski, tout ce qui compte. Mercedes, emmène-moi rue Grande à Le Pin. Nouveau Citane, à partir de 175 € hors taxe par mois, entretien et complémentaire financier inclus. Vous venez de réserver un chalet au ski sur Abritel.
avec une vue époustouflante sur les cimes enneigées. Mais est-ce que tout le monde retiendra de ses vacances? Les cours de ski avec Papy. N'attendez plus pour organiser vos retrouvailles. Réservez vos vacances sur Abritel. Dinvan, l'esprit libre. One Million. Les 10 millions. Parfum de Paco Rabanne. Certaines évolutions vont au-delà. Au-delà du temps. Au-delà des tendances. Au-delà de nos attentes. Au-delà même de notre imagination. Le Nissan Qashqai est de retour. Nouveau Nissan Qashqai, l'évolution du crossover ultime. Pendant les Nissan Days, profitez d'une aide de 3 500 € en plus de la reprise de votre véhicule. Faites votre estimation sur nissan.fr. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur BFM TV à la une du non-stop. Le variant Omicron inquiète. Il se propage de plus en plus. Un premier cas a été détecté en Allemagne. Suspicion de 61 cas aux Pays-Bas. Un virus qui se développe à grande échelle en Afrique du Sud où nous serons dans ce journal. Pourra-t-on éviter sa propagation? Le vaccin sera-t-il efficace face à ce variant? Nous en parlons dans un instant. 3 millions de réservations sur la plateforme Doctolib en à peine 3 jours depuis les annonces du gouvernement de l'ouverture de la campagne de rappel vaccinal à tous les Français de plus de 18 ans. Les centres de vaccination, les pharmacies sont pris d'assaut. 19 millions de Français sont concernés par cet élargissement de la vaccination. On en parle dans ce journal avec la virologue et directrice de recherche Mylène Ogliastro. Situation toujours tendue aux Antilles. Pour faire retomber les tensions, le gouvernement s'est dit prêt à discuter de l'autonomie de la Guadeloupe. La vaccination obligatoire pour les soignants a, elle, été repoussée au 31 décembre. Les détails dans ce journal. Il va malheureusement falloir vous habituer à entendre son nom. Omicron, c'est le nom de ce nouveau variant identifié en Afrique du Sud. Il est qualifié de préoccupant par l'OMS et se propage de plus en plus. S'il inquiète, c'est notamment parce qu'il pourrait échapper au vaccin. Camille Plaisant, Adélaïde Mangin et Jordan Ray. Les résultats sont tombés. 61 passagers en provenance de 2 vols d'Afrique du Sud ont été testés positifs au Covid-19 à leur arrivée à Amsterdam. Leurs tests vont être analysés, séquencés pour savoir s'il s'agit ou non du variant Omicron. Face à l'arrivée du nouveau variant du Covid-19, l'Union européenne a recommandé de suspendre tous les voyages en provenance de cette région. La Commission européenne a proposé aujourd'hui aux États membres d'activer le frein d'urgence sur les voyages en provenance des pays d'Afrique australe. L'Europe ne semble pourtant pas être épargnée par cette nouvelle souche de virus. Un cas suspect a été détecté en Allemagne. Hier, c'est la Belgique qui a identifié le premier malade de ce variant en Europe. L'Agence européenne de santé estime qu'il existe un risque élevé, à très élevé, que le variant Omicron se répande en Europe, d'autant plus que ce variant semble plus contagieux. Il semble que ce nouveau variant ait augmenté très rapidement au cours des 3 dernières semaines en Afrique du Sud et qu'il ait déplacé la variante Delta existante à un rythme que nous n'avions jamais vu auparavant. Alors la France, le Royaume-Uni, l'Italie ou encore la Suisse ont également décidé d'interdire les vols en provenance d'Afrique australe. Une mesure qui s'appliquera à partir de demain en Russie et mardi en Espagne. Plusieurs États arabes, dont l'Arabie saoudite, ont également annoncé fermer leurs frontières aux voyageurs du sud de l'Afrique. En Asie, Singapour a également annoncé une interdiction similaire à compter de demain. Le Japon, lui, va durcir ses restrictions d'entrée avec notamment 10 jours d'isolement pour les personnes en provenance de cette zone. Aux États-Unis, Joe Biden s'est exprimé sur le sujet. J'ai décidé que nous allions être prudents, nous assurer qu'il n'y a pas de voyage vers et depuis l'Afrique du Sud. De son côté, le laboratoire américain Moderna a annoncé son intention de développer une dose de rappel spécifique pour le nouveau variant Omicron du Covid-19. La France et de nombreux pays ont suspendu les arrivées en provenance d'Afrique australe. Ce variant, il a émergé en Afrique du Sud, notamment où il y a eu déjà une 60aine de cas. Bonjour Romain Chanson, vous êtes notre correspondant à Johannesburg. Grande inquiétude dans le pays ?
Oui, ce variant, il est peu connu, mais il fait déjà très peur en Afrique du Sud. Un pays le plus touché du continent africain avec bientôt 90 000 morts, 3 millions de personnes contaminées depuis le début de la pandémie. Alors jusqu'ici, c'était le variant Delta qui avait provoqué la plus forte vague épidémique. Ça remonte au mois de juillet, 22 000 cas quotidiens pour le pic de la vague. Mais l'Afrique du Sud redoute que le variant Omicron fasse pire. Et ce variant, il fait aussi peur pour les conséquences qu'il aura sur le quotidien des Sud-Africains. Ils sont lassés des restrictions alors qu'un couvre-feu est toujours en place le soir ici. Et puis, vous savez, on approche de l'été austral, des fêtes de fin d'année, de la saison touristique. L'Afrique du Sud est connue pour ses réserves, ses parcs nationaux, ses safaris qui mise beaucoup sur une clientèle étrangère justement pour faire vivre l'économie touristique, une industrie qui va souffrir. Le tourisme avant le Covid, c'était 1 500 000 emplois, une ressource vitale pour l'Afrique du Sud alors que le taux de chômage est de 34%. Romain, un citoyen belge est coincé en Afrique du Sud, il a du mal à rentrer en Europe. Y a-t-il une sorte d'exode actuellement pour partir et aller en Europe ? C'est tout à fait ça. Je reviens de l'aéroport international de Johannesburg il y a quelques heures et j'ai rencontré ces touristes qui cherchent à fuir l'Afrique du Sud à tout prix. J'ai rencontré un golfeur professionnel suédois, une touriste norvégienne, des copains allemands et une australienne. Ils cherchent en fait des itinéraires bis, des itinéraires secondaires, notamment en passant par l'Éthiopie, par exemple. Et l'un des passagers, vous savez quoi, il a payé son billet 1 900 € pour faire Johannesburg-Munich en Allemagne. Merci beaucoup Romain Chanson pour ce point de situation en Afrique du Sud. Bonjour Mylène Ogliastro, vous êtes virologue et directrice de recherche à l'INRAE de Montpellier. Est-ce qu'il faut s'inquiéter avec ce variant ? Alors effectivement, c'est un variant qui présente un nombre de mutations très important. Donc on avait vu l'apparition avec le variant alpha qui était le premier variant décrit d'un nombre important de mutations. Celui-là, il va en accumuler encore une dizaine. Donc ce qui montre que ce variant n'a vraiment pas, ce virus n'a pas fini son évolution. Ce qui est à souligner, c'est que ce variant n'est pas relié génétiquement aux variants qui circulent actuellement, mais qui semble venir. Donc quand on dresse un petit peu la généalogie de ce virus, on va le retrouver plutôt apparenté aux premiers variants qui ont circulé, et ce qui tendrait à suggérer son évolution depuis environ un an, probablement dans un sujet immunocompromis, donc immunodéficient, et que ce virus, cette personne aurait développé une forme de Covid long en multipliant ce virus qui a échappé au système immunitaire. Donc cette multiplication aurait permis sa diversification, et les mutations arrivent par hasard, certes, chez un individu, mais ensuite elles sont sélectionnées. Et celles qui vont procurer un avantage au virus vont être sélectionnées et vont circuler. Et ce qui inquiète aujourd'hui, c'est vrai, c'est que ces mutations, donc il y en a une dizaine de plus qui sont apparues dans cette protéine Spike, ont augmenté très vite en fréquence en Afrique du Sud. Et c'est surtout ça qui inquiète, c'est la vitesse avec laquelle on a détecté ce virus, et ce grâce, je tiens à le souligner, aux excellents laboratoires de surveillance qu'il y a en Afrique du Sud. Donc voilà, ça c'est ce qui fait l'inquiétude, c'est la vitesse de son augmentation en fréquence et le fait qu'il soit détecté par PCR. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui est plutôt aussi à souligner, qui permet sa détection assez rapide en fait. Et puis Mylène Ogliastro, il y a une question aussi par rapport au vaccin. Est-ce que ce variant est plus fort que le vaccin ? Est-ce qu'il va résister au vaccin ? Et si oui, combien de temps faudra-t-il pour adapter les vaccins au variant Omicron ? Alors, les vaccins, je rappelle, sont dirigés contre cette protéine Spike, donc entre le virus original et ce variant Omicron, c'est environ une trentaine de mutations qui sont apparues, et des mutations qui vont être sélectionnées pour échapper au système immunitaire. Alors, il est possible, probable que ce ne soit pas un échappement total, mais l'inquiétude est grande quant à la diminution d'efficacité des vaccins actuels. Alors, les entreprises, notamment la technologie qui est développée par les sociétés Pfizer, BioNTech et Moderna, donc basée sur de l'ARN messager, donne une rapidité de réaction par rapport à l'adaptation du vaccin. Donc voilà, ce sont des molécules de l'ARN de synthèse qui peut être relativement rapidement optimisé pour s'adapter aux nouveaux variants. Ensuite, il y aura l'étape de production qui est la plus longue, mais en gros, on pourrait espérer que d'ici un mois et demi, on pourrait arriver à des capacités de production, et ensuite qu'il va falloir développer. Mais voilà, l'important c'est... Oui, pardon.
Le scientifique britannique qui était à l'origine des recherches sur le vaccin d'Oxford AstraZeneca contre le coronavirus a affirmé aujourd'hui qu'un nouveau vaccin pourrait être développé très rapidement, ce sont ses mots, contre ce variant Omicron. Est-ce que c'est possible ? Oui, oui, tout à fait. Alors, AstraZeneca, c'est une technologie qui est un petit peu plus longue que la synthèse d'ARN messager, mais c'est possible d'aller vite. Ensuite, ce qui va demander plus de temps, ça va être toutes les étapes de production. Et c'est vrai qu'en ça, les productions de vaccins ARN messagers sont probablement plus rapides. Vous restez avec nous, Mylène Ogliastro. On va vous interroger dans un instant aussi, bien sûr, sur cette dose de rappel. C'est le début aujourd'hui de la campagne de rappel pour tous les adultes vaccinés. Depuis au moins 5 mois, les prises de rendez-vous explosent depuis l'annonce de cette mesure jeudi. 3 millions de rendez-vous ont été pris sur Doctolib depuis jeudi. Adélaïde Mangin, Juan Palencia et Marie Luff. La cadence s'accélère dans ce centre de Mantes-la-Jolie depuis ce matin. D'ordinaire, 300 doses sont effectuées ici chaque jour. Mais aujourd'hui, le centre prévoit de vacciner près de 600 personnes. On a fait les 2 premières, donc autant en faire la 3e. Ce serait dommage d'être bloqué à nouveau alors qu'on a fait les 2 premières doses. Protégeons nos aînés et protégeons-nous pour qu'on puisse passer de bonnes fêtes. Pour répondre à la demande, le centre a même ouvert ses portes l'après-midi alors qu'il était fermé en temps normal. L'un des médecins du centre nous détaille le profil de ceux qui viennent aujourd'hui. C'est quand même surtout des gens de plus de 50 ans. Je pense qu'on va commencer à voir arriver les gens de plus de 18 ans. Chez les jeunes, il y avait quand même pas mal de demandes. En tout cas, nous, c'est ce qu'on ressent dans notre patientèle. Pour ce centre de vaccination, il a fallu se réorganiser très vite après les annonces du gouvernement, relancer la machine, comme on dit ici. Compte tenu du délai contraint, on s'est tous mobilisés pour au moins répondre tant que possible. Donc aujourd'hui, on est plusieurs administratifs, avec également des bénévoles qui sont venus en renfort. Nous avons eu la chance de pouvoir que les professionnels se mobilisent très rapidement et l'intégralité des box disponibles sont, entre guillemets, occupées par des professionnels pour permettre de vacciner le plus grand nombre. On va faire en 2 jours ce que nous avions fait sur même pas une semaine. Situation identique à Colmar, où l'un des médecins constate un afflux massif pour la dose de rappel à la mi-journée. On est passé peut-être de 500 à 800 par jour de nombre de personnes vaccinées. Ceux qui sont venus nous expliquent leur motivation. Me protéger moi-même, protéger les autres et surtout pouvoir travailler parce que dans le médical c'est obligatoire et j'ai pas trop le choix. Je vais pouvoir sortir, pouvoir profiter de ma famille, mes amis. Depuis l'annonce de l'extension de la dose de rappel à l'ensemble de la population adulte jeudi, 3 millions de rendez-vous de vaccination ont déjà été pris. Mylène Ogliastro, vous êtes toujours avec nous. En quoi est-ce que cette dose de rappel est importante aujourd'hui pour booster l'immunité Alors, il a été montré dans des études, notamment américaines, que l'immunité globale diminue au-delà de 6 mois. Alors ça, c'est en moyenne. Il y a des personnes pour lesquelles ça va durer plus longtemps, mais globalement, on a une nette diminution de la réponse immunitaire face à l'infection après 6 mois. Donc, décision a été prise de faire une piqûre de rappel pour booster le système immunitaire chez toutes les personnes vaccinées. Donc ça, c'est une précaution et qui me semble importante à l'égard peut-être de ce nouveau variant. Voilà, ça pourrait permettre de développer, de rebooster ce système immunitaire face à l'arrivée d'un nouveau variant. Pour cette dose de rappel, là, est-ce qu'il va y avoir des effets indésirables, comme il y a pu en avoir pour la 2e injection notamment ? Alors ça, c'est très variable. C'est variable d'un individu à l'autre. Je ne sais pas, vous avez sûrement votre propre expérience de vaccination, mais voilà, il y a une expérience qui peut être avec des effets à la première dose, pas à la seconde ou l'inverse. Donc ça, c'est très variable d'un individu à l'autre. Simplement rappeler que ces effets restent tout à fait mineurs et très transitoires. Donc voilà, là encore, la réaction à la 3e dose ne sera ni plus forte ni plus faible que les réactions aux premières doses. Est-ce qu'on peut penser qu'on va s'orienter pour ces prochains mois vers une 4e dose, puis vers encore de nouveaux rappels vaccinaux, notamment avec l'émergence des variants ? Oui, on en sait pas grand-chose. Donc là, on essaye de comprendre. On sait que ce virus est probablement plus transmissible. On ne sait rien à ce jour de sa virulence. Est-ce qu'il est
le fait d'être infecté par ce variant va conduire à des formes plus graves. Donc c'est ça la virulence. Pour l'instant, c'est les prochaines semaines qui vont et de surveillance et de résultats qui vont nous donner des réponses à ces questions. Pour l'instant, voilà, on est un petit peu dans l'attente. Merci beaucoup Mylène Ogliastro. Je rappelle que vous êtes virologue et directrice de recherche à l'INRAE de Montpellier. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On va faire aussi le point sur la situation sanitaire à l'école à présent, face à un nombre de classes fermées qui a plus que doublé en une semaine, de 4 000 à 8 890 au 25 novembre. Le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, a annoncé un assouplissement du protocole en école maternelle et élémentaire. Et désormais, seuls les élèves testés positifs devront s'isoler chez eux dès le premier cas détecté dans la classe. Alors, entre soulagement des familles et inquiétude des enseignants, reportage à Saint-Denis de Lucille Pascanet et Alexandra Sirgan. Plus de classes fermées, c'est un soulagement pour Jamel, papa d'une petite fille de 4 ans. Elle a été privée d'école pendant 7 jours en septembre à cause d'un cas de Covid dans sa classe de grande section. Il fallait qu'on s'arrange, moi et ma femme et mon épouse, pour qui va la garder, etc. C'est pas évident. Et là, cette nouvelle mesure est très satisfaisante pour moi. Ça m'arrange, bien sûr. Pour lui, le test salivaire obligatoire, ce n'est pas un problème. S'il faut le faire, il faut le faire. Voilà, ça me dérange pas. Si au moins elle est malade, on sait qu'elle ne peut pas contaminer les autres, elle reste à la maison. Si elle n'est pas malade, c'est au contraire, plutôt ça nous rassure, bien sûr. La mesure arrange aussi Nadège, maman d'Anaël, en CP, mais elle a quelques réserves. Il faut qu'il fasse de telle sorte que ceux qui restent à la maison aient le même niveau que ceux qui continuent l'école, parce que sinon ça n'aurait aucun sens et ce serait vraiment pénalisant pour ceux qui restent à la maison. Est-ce qu'il y aura un travail supplémentaire pour s'occuper de ces enfants-là ? Ça, c'est des questions auxquelles on n'a pas de réponse. Catherine Da Silva est directrice d'école. Dans son établissement, 6 classes sur 10 ont dû fermer au moins une fois, certaines 3 semaines d'affilée. Pourtant, elle s'oppose au nouveau protocole. Pendant les 7 jours, des enfants qui avaient fait quand même le test le jour où on a déclaré le cas positif, finissaient par être positifs 2-3 jours après. Donc s'ils reviennent en classe avec un test négatif du jour J, mais qu'après, 2 jours après, ils déclarent le Covid, finalement, on ne fait que permettre à l'épidémie de s'installer. Alléger maintenant qu'on est en pleine 5e vague le protocole, moi, ça me laisse extrêmement dubitative. Autre problème, la disponibilité des tests salivaires. Près de son établissement, seul un laboratoire en propose. La politique à présent, avec ce déplacement très agité pour Éric Zemmour à Marseille. Un de plus, le polémiste candidat imminent à la présidentielle qui a été chahuté. Et il a dû notamment annuler ses déambulations. Et puis, il y a ce geste, un doigt d'honneur d'Éric Zemmour adressé à une habitante depuis la fenêtre de sa voiture. Cette habitante qui a fait le même geste, Anne-Sora Dubois. On va décrypter, décortiquer cette scène assez surréaliste qui va sans doute faire beaucoup parler. Oui, on est à la toute fin du déplacement d'Éric Zemmour. Il est arrivé hier à Marseille. Il voulait vraiment faire de ce déplacement la fin de sa pré-campagne juste avant sa déclaration de candidature. Et il y a une femme qui s'approche de la voiture. Ça a été confirmé tant par le photographe de l'AFP, que par les proches d'Éric Zemmour. Donc c'est une femme qui s'approche de la voiture, qui demande à saluer le polémiste. Éric Zemmour l'autorise à passer la sécurité. Elle vient, selon les proches d'Éric Zemmour, elle dit à Éric Zemmour, casse-toi, et elle lui fait un doigt d'honneur. Selon le photographe de l'AFP, il n'a pas entendu en tout cas ce mot prononcé par cette femme. Elle fait un doigt d'honneur, Éric Zemmour lui répond, et selon le photographe de l'AFP présent sur place, il accompagne ce geste de cette déclaration, et bien profond. À ses côtés, il y a Sarah Knafo, qui est sa première conseillère politique, qui éclate de rire, rapportent nos confrères de l'AFP, depuis la voiture. Donc cette scène, cette image va rester. Elle finit un déplacement qui a été très difficile, très compliqué pour Éric Zemmour, et d'autant plus qu'on est à quelques jours seulement de sa déclaration de candidature. Donc cette photo, c'est comme ça qu'il va démarrer sa campagne officielle en quelque sorte. Il y a eu, on le redit encore une fois, un déplacement difficile parce qu'il a été, on les voit, ces antifascistes, notamment militants antifascistes qui étaient au sein de la gare Marseille-Saint-Charles, quand il a repris son train pour repartir en début d'après-midi aujourd'hui, mais ils l'ont suivi pendant tout son déplacement. Entre hier et aujourd'hui, il y a eu plusieurs manifestations, dont certaines ont failli dégénérer à Marseille. Et il y a eu 2 déambulations qui étaient prévues par les équipes d'Éric Zemmour qu'il a dû annuler. Et puis à la fin, effectivement, juste avant ce rassemblement à la gare, cette image qui a été captée par un photographe de nos confrères de l'AFP, Éric Zemmour faisant un doigt d'honneur à une habitante de Marseille. Lui qui se revendique toujours du général de Gaulle, ça pose évidemment la question de sa stature présidentielle. Est-ce qu'on imagine le général de Gaulle faire un doigt d'honneur
à un citoyen, une citoyenne française? Certainement non. En tout cas, c'est un vrai problème, oui, de stature présidentielle. C'est pas la première fois d'ailleurs que la question se pose. Souvenez-vous, au salon Millipol, salon sur la sécurité intérieure, il avait brandi une arme bien que non chargée en direction de journalistes. Et à ce moment-là déjà, certains observateurs politiques, certains commentateurs avaient dit mais ça n'est pas de l'attitude d'un aspirant président de la République. Donc voilà cette image d'Éric Zemmour qui vient clore une séquence difficile pour lui parce qu'en plus, il est à la peine dans les sondages après une ascension quasi ininterrompue pendant plusieurs semaines. Un déplacement difficile et à la fin, cette image, Éric Zemmour qui, depuis la fenêtre de sa voiture, fait un doigt d'honneur à une habitante marseillaise. On vous précise que puisque toutes ces déambulations ont été annulées depuis hier, c'est en réalité le seul échange qu'il a eu avec un habitant, en l'occurrence une habitante de Marseille. Merci pour ces précisions, Anne-Sora Dubois. On en vient à la situation aux Antilles à présent. La dernière nuit a été encore très tendue en Martinique et en Guadeloupe. Plusieurs policiers ont notamment été de nouveau la cible de tirs à balles réelles et au plomb. Ce geste du gouvernement maintenant pour tenter de mettre fin à ces violences, le gouvernement se dit prêt à parler de l'autonomie de la Guadeloupe. C'est ce qu'a indiqué Sébastien Lecornu, le ministre des Outre-mer. Laura Lachan, vous êtes notre correspondante en Guadeloupe. Comment on réagit sur place à ces mots de Sébastien Lecornu? Eh bien, c'est quand même une avancée pour permettre d'aller vers plus de dialogue. Pour autant, beaucoup d'élus locaux avaient déjà demandé plus de pouvoir local bien avant que cette crise sociale éclate. Suite à cette annonce, donc, Marie-Luce Panchard, deuxième vice-présidente de la région Guadeloupe, en charge des questions économiques, a réagi. Elle affirme que c'est sans doute un moyen de renouer déjà le dialogue avec les Guadeloupéens, car selon elle, on ne peut pas avoir uniquement des décisions prises à Paris, car parfois, cela pourrait étouffer le pouvoir local selon ses propos. Marie-Luce Panchard, qui a d'ailleurs un avis très précis sur le sujet, elle qui a été ancienne ministre Outre-mer. Il faudrait, selon elle, une nouvelle répartition des compétences entre l'État et le pouvoir local pour aller vers plus d'efficience des politiques publiques. Elle précise encore que ce n'est pas un mauvais débat, mais il y a un enchevêtrement des compétences. Il faudrait donc mettre l'accent sur cette fameuse question de la décentralisation, un pouvoir plus réactif, plus près du citoyen. Car les Guadeloupéens sont capables de faire des propositions, mais avant, la réponse du gouvernement était trop ferme. Reste à savoir maintenant si cela suffira à satisfaire les doléances des syndicalistes, eux qui veulent l'annulation pure et simple de l'obligation vaccinale, point de départ de la crise actuelle en Guadeloupe. Merci beaucoup Laura Lachan, la correspondante de BFM TV en Guadeloupe. Une enquête préliminaire pour viol et agression sexuelle a été ouverte hier contre Nicolas Hulot après que plusieurs femmes aient témoigné cette semaine. Et ce samedi, c'est son avocate Jacqueline Lafont qui réagit sur BFM TV à ces accusations visant son client. Elle parle d'une opération de destruction. Il y a prescription, il n'y aura jamais de procès, indique-t-elle. Écoutez. Ce qu'il faut bien dire, c'est qu'en toute hypothèse, s'agissant de faits prescrits, il n'y aura jamais de procès. Voilà, jamais de procès. Donc jamais de culpabilité. J'ai découvert, et d'ailleurs ça a été totalement revendiqué et assumé, qu'il y a 4 ans, avant toute histoire publique concernant Nicolas Hulot, après MeToo, Envoyé spécial a décidé de chercher une cible. Et cette cible idéale a été trouvée, c'était une icône, c'était un homme politique à ce moment-là, c'était quelqu'un qui était extrêmement connu, extrêmement célèbre, et il a été décidé pendant 4 ans, pendant 4 années, d'aller à la pêche aux accusations. Un rendez-vous à ne pas manquer sur BFM TV, lundi à 20h50, le document La Famille, une enquête sur une communauté secrète, une série événements en 3 épisodes. La communauté est restée sous les radars pendant 200 ans, mais il y a quelque temps, un homme a compris qu'il existait à Paris un groupe composé de 8 patronymes qui ne se marient qu'entre cousins. Extrait. Le généalogiste Jean-Louis Bocarneau va découvrir par hasard, il y a 1 an, l'existence de cette famille. Je me suis posé une grande question. Mais y a-t-il des Parisiens de Paris et de vrais Parisiens de Paris? Donc, j'ai pris tous les enfants nés un même jour de décembre 2017 à Paris. Aucun n'avait leurs 4 grands-parents nés à Paris. Aucun, sauf un. Sauf un qu'on appellera le petit Donatien, qui était né ce jour-là à Paris et qui, non seulement avait ses 2 parents nés à Paris et ses 4 grands-parents nés à Paris, ce qui est déjà exceptionnel, mais avait ses 8 arrière-grands-parents nés à Paris, ses 16 arrière-arrière-grands-parents nés à Paris, ses 32 arrière-arrière-arrière-grands-parents nés à Paris, et 59 de ses 64 arrière-arrière-arrière-arrière-grands-parents. C'était sidérant, bluffant.
Qu'est-ce qui se passe? En plus, très vite, je me suis rendu compte que avec les 64 arrière-grands-parents, on aurait dû avoir 64 noms de famille différents. Oh non! On en avait beaucoup moins. Ça voulait dire qu'on s'était mariés entre cousins. Mais dans quoi suis-je tombé? Qu'est-ce que ces familles-là? C'était plus que troublant. 15h22 sur BFM TV, restez avec nous. Dans un instant, nous reviendrons sur cette séquence qui ponctue un séjour plutôt chahuté pour Éric Zemmour à Marseille. Le polémiste et futur candidat, il devrait se déclarer dans quelques jours à la présidentielle, a échangé, vous voyez, ses gestes, un doigt d'honneur avec une habitante de Marseille. C'était à son retour en direction de la gare Saint-Charles. Éric Zemmour, donc, qui a eu ce geste malheureux alors qu'il va se déclarer président dans quelques jours. On en parle dans le journal de... candidat dans quelques instants. On en parle dans le journal de 15h30. A tout de suite. Voici une communauté secrète qui depuis 200 ans vivait au cœur de Paris sans attirer la lumière. Mais dans quoi suis-je tombé? Qu'est-ce que ces familles-là? Un groupe religieux de 3000 membres, appelé la famille, qui ne se marie qu'entre cousins. Si on désire se marier en dehors du groupe, on sort et on est exclu. Tu me feras honte toute ma vie. Terminus, tout le monde descend. Pour la première fois, des membres de la famille prennent la parole. Nous ne sommes absolument pas une secte. Voilà. Il n'y a aucune histoire d'argent, il n'y a pas de gourou. On n'a rien à cacher. Je suis obligé d'expliquer, de remettre la vérité à sa place. La famille, enquête sur une communauté secrète. La série Événements, lundi à 20h50 sur BFM TV. Disponible sur tablette, mobile et